d'être là comme féministe et par ailleurs comme membre du mouvement réformateur. Je vais peut-être préciser d'emblée qu'au niveau de ma formation politique, la gestation pour autrui est considérée comme une question éthique. Et donc, on a chacun le droit à notre position, ce qui rend la vie facile, je ne vous cache pas. Mais donc, voilà, il y a dans notre mouvement des personnes qui sont tout à fait en faveur d'une GPA pour toutes et tous. Il y en a qui sont en faveur d'une GPA pour les femmes qui ont des problèmes à avoir des enfants utérus et autres. Et puis, il y en a qui sont contre la GPA. Alors, effectivement, je préside des associations qui sont, comme l'Observatoire féministe des violences faites aux femmes, très actives sur le syndrome d'aliénation parentale, mais enfin, le dit syndrome, mais aussi sur les questions de prostitution, GPA, et le Conseil international des femmes, qui est membre du lobby européen des femmes, d'ailleurs, une représentante ici, et qui ont aussi clairement pris position par rapport à toutes ces questions-là. Alors, moi, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais avancer un petit peu et pour laisser aussi suffisamment de temps à Valérie. Mais donc, je voulais parler de 3-4 points. C'est pourquoi légiférer aujourd'hui? La question va quand même être posée. La filiation, l'exploitation, la marchandisation, le contrôle sur les corps des femmes et la notion de choix. Alors, pourquoi légiférer aujourd'hui en Belgique et pourquoi, en fait, les droits des femmes ne sont pas pris en compte lorsque on essaye de légiférer en la matière. Alors, il y a à peu près un an, le ministre de la Justice, Van Quickenborne, avait décidé de légiférer sur le thème de la filiation, avec évidemment en ligne de mire la GPA. En parallèle de ça, on a une proposition de loi des socialistes flamands, qui s'appelle Vooruit, qui a mis sur la table une proposition qui fait prévaloir les droits de l'enfant en devenir, les droits d'une tierce partie sur le droit de la gestatrice à disposer librement de son corps et qui supprime aussi le droit de rétractation de la mère porteuse. Alors, c'est un projet de loi qui va autoriser le recours à la GPA pour toutes et tous, c'est-à-dire pour les hommes, pour les femmes, mais uniquement pour les femmes qui auront un problème de santé. Et moi, je voulais quand même vous lire deux petits paragraphes de cette proposition de résolution, parce que c'est quand même assez, proposition de loi, pardon, donc portant organisation des centres de maternité de substitution. Dans l'introduction, on a un paragraphe qui dit « Avoir un enfant est devenu en quelque sorte un droit ». Allez, je vous lis le texte. Voir une fin qui justifie tous les moyens. Comme on peut le lire dans un article intitulé « Niet uterine ouderschap », l'impossibilité d'avoir des enfants n'est plus acceptée comme une fatalité, mais est perçue comme un problème que la médecine peut traiter. Et plus loin, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais je voulais vous lire un article qui est l'article 9 et qui dit, entre autres, tous les couples mariés ou non, donc les conditions à remplir pour avoir et être parent demandeur, tous les couples mariés ou non, quel que soit le sexe des partenaires, peuvent avoir recours à une mère porteuse. Toutefois, si le parent demandeur ou l'un des parents demandeurs est une femme, il doit produire une attestation du gynécologue certifiant l'impossibilité ou la contre-indication d'une grossesse. Donc ça veut dire que tous les couples homosexuels peuvent avoir droit à une GPA, mais les femmes, elles vont devoir prouver qu'elles ont un problème de santé. Non mais voilà, ça c'est le texte qui est sur la table. Alors est-ce que les politiques qui veulent légiférer tiennent compte des droits des femmes? Non, non. Je veux dire, voilà, c'est encore une fois l'instrument pour protéger contre les discriminations, et il en faut, moi voilà, qui va primer sur les droits des femmes, va primer sur l'importance de protéger le corps des femmes, sur les violations par rapport au corps des femmes. Et donc, c'est quand même assez choquant. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi tout à coup, on veut légiférer en Belgique. Et je le dis d'autant plus que en Belgique francophone et dans certains hôpitaux, vous en avez parlé, il y a une pratique de la GPA depuis une vingtaine d'années. On estime à peu près à 200 GPA sur cette vingtaine d'années. C'est en tout cas les chiffres que j'ai trouvés.
avec un encadrement de cette pratique qui donne à peu près donc, 10 GPA par an, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que ce sont les équipes dans ces hôpitaux qui demandent à ce que l'on légifère? Parfois. Ce n'est pas, en tout cas, la demande, nous, aux associations de femmes et aux politiques, elle ne nous est pas parvenue comme telle. Donc, c'est vraiment aussi au niveau politique où on a décidé de reprendre ce sujet pour pouvoir généraliser. Et c'est aussi sous pression du côté flamand, parce que là, effectivement, dans les hôpitaux, on a très vite ouvert aux couples homosexuels et donc on a voulu généraliser pour tous les couples homosexuels. Alors moi, je dirais, comme Dr Barreux, moi je n'ai absolument... les couples homosexuels doivent être garantis dans leur liberté, dans leurs droits, il n'y a vraiment aucun problème. Les trans doivent être garantis dans leur liberté, dans leurs droits, il n'y a aucun problème. Mais ça ne peut évidemment pas être l'argument pour ne plus respecter les droits des femmes. C'est tout. Voilà. Et donc, je veux dire aussi qu'en Belgique, les droits des femmes ne sont pas suffisamment garantis. Le corps des femmes est encore trop souvent un enjeu de marchandisation politique. On le voit avec le droit à l'IVG. Dans la formation des gouvernements, c'est un point qui est sur la table, un enjeu politique. Le corps des femmes reste un enjeu politique. Et donc, c'est important de le rappeler parce que, alors qu'on ne les défend pas suffisamment d'un côté, on va pouvoir les brader, on va vouloir les brader d'un autre côté. Donc voilà, ça c'est. Je vais avancer vite, je ne vais pas parler de la prise en charge à l'étranger par rapport aux enfants qui viennent de l'étranger. Mais donc, moi je voulais dire un deuxième point, c'est qu'on ne peut pas ne pas faire le lien entre GPA et exploitation de la pauvreté. Parce que, et tu l'as dit, le cas extrême de l'Inde, mais aujourd'hui, c'est vrai que des femmes qui sont souvent très précarisées, et Myriam en a parlé aussi, faisant le lien avec la prostitution, très souvent les femmes dans des pays comme l'Inde sont forcées par leur mari ou par leur proxénète d'être porteuses parce que ça rapporte énormément d'argent, ça permet de payer les études des enfants, ça permet d'avoir une vie parfois, simplement. Et donc ça nous amène, et ça a été abordé un petit peu aussi, mais je voulais le dire directement à cette notion de choix. Parce que pour que le choix existe, il faut disposer d'alternatives. Pour qu'il y ait des alternatives réelles, il faut qu'on puisse les reconnaître, les identifier comme telles et être en mesure de les analyser pour déterminer ce qui semble le mieux convenir à sa situation, à ses possibilités, à ses désirs, à ses envies, et qu'on va pouvoir assumer après. Et donc, en ce qui concerne l'exploitation des corps, on ne peut pas avoir de choix en la matière. Ce n'est pas la GPA ou la prostitution, il s'agit d'une violence, d'une violation de l'intégrité du corps, et donc ça doit être rappelé aussi. Et que l'option financière pour lutter contre une pauvreté extrême n'est jamais un choix librement consenti, volontaire, c'est un choix contraint. Et donc, on l'a vu aussi, la question du choix suppose des alternatives, mais les femmes sont davantage affectées par les inégalités sociales et économiques, et leurs options sont de facto plus limitées. Il faut rappeler ça aussi en permanence. La pauvreté a un visage humain, pas seulement ailleurs, même dans notre pays, ici en Belgique, et ça, il faut le rappeler. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de choix? Non, évidemment, surtout quand les femmes n'ont toujours pas accès aux mêmes opportunités économiques et sociales que les hommes. Alors, je vais peut-être avancer un peu plus vite. En tout cas, dans le cadre d'une GPA, l'enfant à naître, vous avez si bien dit, c'est difficile de parler après vous parce que c'était vraiment très touchant et c'est vraiment un aspect qu'on ne prend pas suffisamment en compte quand on en parle sur le plan politique. Il y a cet aspect humain, mais donc c'est l'enfant qui est considéré comme une commande, comme une marchandise, comme un abandon programmé, vous l'avez dit nettement mieux que moi, avant sa conception. Et donc, on pose un contraste sur le corps des femmes et ça signifie de mettre à disposition d'autrui. Et donc, ça, c'est aussi un retour en arrière par rapport aux acquis du féminisme. Ça, il faut le rappeler aussi quand même. La revendication « Mon corps m'appartient », on en a parlé, qui correspond finalement à la suppression du choix des femmes dans ce domaine. Et parler de liberté, là tout de suite, dans le cadre de la mère porteuse potentielle, dans le cadre d'une GPS, c'est vraiment, et ça il faut le rappeler, un détournement de ce slogan « Mon corps m'appartient » qui était libérateur pour les femmes
Et au contraire, la GPA instrumentalise le corps des femmes. Il reprend le contrôle sur elles. Et donc, cette exploitation, cet assujettissement n'est jamais une liberté. Ça, il faut quand même le dire et le répéter. Je le dis en politique, je le répète. On a des débats sur la prostitution, sur les idences sexuelles et l'avis du comité de bioéthique. Je vous invite à le lire sur les idences sexuelles. C'était quand même aussi un grand moment en la matière. C'est pas cet avis-là sur la GPA, il ne sort pas d'une part. Ce comité de bioéthique pose un réel problème en termes des droits des femmes. Il faut quand même le dire, il faut le rappeler. Et donc, voilà, Mon corps m'appartient, qui était ce slogan qui visait à sortir les femmes de l'aliénation productive de la reproduction non choisie, qui représentait cette lutte collective pour la planification familiale, pour lever cette contrainte reproductive. Eh bien, aujourd'hui, elle est détournée et accepter l'idée que mon ventre m'appartient et donc je suis libre de le vendre, c'est une revendication qui ne peut pas être portée par une société démocratique dont les objectifs doivent rencontrer le bien commun, alors que ça fait fi des dangers d'une grossesse. Vous l'avez dit, ça fait fi de la précarisation des femmes, ça fait fi d'un retour de stéréotypes, de renforcement des stéréotypes. Alors, le dernier point que je voulais faire, c'était par rapport à la filiation, et ça a été évoqué brièvement, mais il faut vraiment garder ça en tête parce que c'est important. Mater, certa, semper est, c'est on veut le supprimer. Et donc, en fait, ce principe, c'est de nouveau le ministre Van Quickenborn, donc je l'ai dit au début, qui voulait le supprimer, ça a été remis en question. Et donc, cette modification de la loi, on ne peut pas le dissocier de la GPA ni de la suppression du sexe sur la carte d'identité. Tout ça est un grand ensemble. On avance vers quelque chose qui invisibilise les femmes, qui invisibilise la maternité. Et si vous demandez aux femmes, 98, je ne sais pas combien, mais certainement la plupart des femmes veulent garder ce lien de filiation. Et donc, au profit de quelques-uns dans notre société, on veut le faire disparaître et l'invisibiliser. Ce n'est pas acceptable. Voilà, et politiquement, c'est vraiment une attaque par rapport aux droits des femmes. Et donc, voilà, moi, je voulais dire ça. Il y avait évidemment aussi la légitimation, vous l'avez vu dans la loi, du désir d'enfant. Et donc, non, il n'y a pas de droit à, ça n'existe pas par rapport à ça. Il faut le rappeler aussi, et ça fait de nouveau aussi mettre en concurrence le désir avec un droit, c'est dangereux et on ne peut pas le faire. Et donc, cette GPA, effectivement, elle rencontre le seul intérêt des parents d'intention, c'est-à-dire est-ce que l'intérêt de quelques-uns doit surpasser l'intérêt de la majorité de la population, que sont les femmes. Et nous disons non, moi en tout cas, en tant que femme politique, en tant que militante féministe, associative, libérale aussi, moi je dis non parce que c'est inacceptable et je dirais peut-être pour conclure, on n'encadre pas, et c'est un slogan français, on n'encadre pas une mauvaise pratique, on la combat et je la